Il y en a combien ici qui achètent de Taïwan? Il y a à peu près comme 30% des entrepreneurs dans la salle. Je dis, OK, je dis, vous attendez quoi? L'hypercroissance, c'est pas pour tout le monde. Non. Mais c'est quoi? On devrait tous être en hypercroissance. Et il y a des recherches qui prouvent qu'une entreprise qui est soutenue par des anges a 30%, jusqu'à 30% plus de taux de survie après 5 ans qu'une entreprise qui n'en a pas. Tous les anges, la première raison, je dis, pourquoi vous êtes devenus anges? Je pose toujours la question. Ben, c'est pour aider les entrepreneurs du Québec, c'est pour contribuer au développement économique. C'est la première réponse qu'ils donnent. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Stéphane Drouin, PDG de Ange Québec, bienvenue. Merci beaucoup, Rose. Très contente. Enfin, quand on s'est croisés ce matin, on s'est dit enfin, on prend le temps de jaser ensemble, de s'asseoir. Et on est tous les deux originaires de la Beauce. Fait que là, quand deux Beaucerons se rencontrent, on a plein de choses à dire. Écoute, on est deux tourbillons, je pense. Fait que ça fait, on se croise partout dans plein d'affaires, mais on n'a jamais le temps de s'asseoir. Moi aussi, c'est un privilège d'être ici ce matin, vraiment. Oui, vraiment contente d'être avec toi. Et dans le fond, quand je commence mes podcasts, j'aime toujours connaître l'individu. Et dans la préparation, tu viens de la Beauce, tout ça, mais on dit souvent la Beauce, c'est rempli d'entrepreneurs. Donc, raconte-moi un peu ton parcours. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Où tu es né? D'où tu viens? Bien, pour tous les auditeurs, c'est important de comprendre qu'il y a les Beaucerons, puis il y a ceux qui rêvent de le devenir. Alors, nous, on fait partie de la première catégorie. Alors, pour les autres, je les invite à continuer de garder espoir. Mais non, mais écoute, c'est vraiment mon parcours entrepreneurial vient d'assez loin. Mes deux grands-pères, mon grand-père Doyon de ma mère et mon grand-père Drouin de mon père, étaient deux entrepreneurs de la Beauce, de deux petits villages beaucerons. Lesquels, villages? Saint-Zacharie-de-Beauce, qui est dans le fond des terres, sur le bord des lignes américaines, puis Saint-Côme, qui est en allant. Les gens qui sont de la région de Québec savent quand on va dans le Maine, sur la 173, maintenant on passe à Saint-Côme-Linière. Et donc, c'est l'autre village dans lequel mes deux familles étaient là. Était quel type d'entrepreneur c'était? Mon grand-père Drouin a été un des premiers concessionnaires Ford en dehors des grands centres dans les années 30, 35, 38 à peu près au Québec. Donc, et lui avait acheté à l'époque une terre avec sa femme, Aimée Rose, à l'époque, et une terre, finalement, qui était une terre remplie de roches, puis il n'y avait rien à faire à cultiver. Puis le garagiste, et là, on parle de garagiste de charrette, puis de fer à cheval, puis à peine les autos commençaient, là. Il était à vendre, fait qu'il avait acheté le garage et la maison d'à côté. Et il est devenu le garagiste Drouin du village, avec un jour la pompe à essence qui est arrivée, puis un jour... Et il a élevé une famille de 9 enfants dans le village. Et à un moment donné, il y a eu la concession Ford dans le village de Saint-Zacharie qui desservait une partie de la Beauce. Puis un jour, mon père, dans les années 60, 64, 65, je crois, est allé ouvrir la franchise principale à Saint-Georges. Donc, ça a été ma branche paternelle. Du côté de ma mère, mon grand-père, Gustave Doyon, qui est un des membres du Temple de la renommée de l'entrepreneuriat Beauceron, parce qu'on a notre Temple de la renommée. Lui, c'est un peu une histoire similaire. Est un passionné de la boulangerie, travaillait dans les boulangeries de l'époque. Et avait fait une entente avec le boulanger du village de Saint-Côme, qui avait la petite boulangerie. Là, c'était un village, un boulangerie à l'époque. Et il avait fait une entente pour acheter la boulangerie et la maison. Alors, il était parti travailler dans les camps de bûcherons dans le Maine,
comme cook, comme cuisinier, Oui. pour ramasser les sous. Fait que quand il revenait, il en a une partie à ses parents, puis il en a une partie au monsieur de la boulangerie. Puis un jour, ben, il a acheté la boulangerie. Et à travers son... Moi, j'ai une photo dans mon bureau, mon grand-père qui livrait, qui cuisait le pain la nuit, puis que le matin, il livrait le pain de son cheval. Puis la légende dit que il allait, quand il revenait de sa ronde de pain, là, il allait se Oui. coucher en arrière, puis le cheval le ramenait à la maison directement. Parce que ça fait que. Mais c'est mes deux racines familiales sont vraiment des Wow. entrepreneurs. Fait que moi, j'ai grandi, vraiment grandi littéralement dans les deux entreprises de mes parents et de mes grands-parents. De tes parents, tes grands-parents. Puis aussi loin que tu te souviennes, tu as voulu être un entrepreneur très jeune. Moi, ça a été vraiment mes idoles, mon père, mes oncles, c'était mes idoles de l'époque. Tu sais. Puis quand j'étais adolescent, on me disait qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ben, moi, je veux être entrepreneur, je veux être en affaires. Moi, je veux être en affaires. Je veux Tu être sais, en c'était affaires. vraiment mon Oui, modèle. oui. D'ailleurs, je te fais une parenthèse. J'ai eu à un moment donné, quand mes filles étaient à l'école secondaire ici, mais dans la région, il y avait une journée carrière. Tu sais. Oui. Puis moi, ben, ma fille a dit Pat, tu veux-tu venir? On a une journée de carrière. Tu sais, si tu veux venir, ce serait le fun tu sais, pour les venir. Je dis ouais, OK. Fait que je m'inscris, puis j'écris, tu sais, puis je mets entrepreneur. Tu sais. Puis la conseillère pédagogique, pas pédagogique, Ouais, comment ça, les conseillères en orientation, En elle orientation, oui. m'écrit, puis elle me dit malheureusement, elle dit entrepreneur, c'est pas un métier. Oh boy. Et là, je dirais pas les mots d'église que je me suis dit dans ma tête, mais j'étais vraiment fâché. Ben Fait oui. que là, j'avais pris le téléphone, puis je l'avais appelé. On avait une bonne discussion sur Oui, sa hein? capacité d'orientation parce que c'était. Ben, elle dit, pourriez-vous être entrepreneur dans quelque chose au moins pour que. Fait que finalement, j'avais fait ça le compte parce que les jeunes, ben c'est ça. Fait que Oui. oui, quand j'étais jeune, moi, je voulais être entrepreneur. Puis c'était vraiment ça, mon dit, un jour, je vais être en affaires. Je n'étais pas entrepreneur, mais je vais être en affaires. Tu sais. Fait Tu que vas être en affaires. ça a toujours fait partie de ma vision de carrière. Ta vision des choses. Puis Ouais. là, j'imagine que tu as travaillé aussi dans les entreprises familiales. Moi, j'ai travaillé pas à la boulangerie. La boulangerie, quand j'étais jeune, ma mère elle allait souvent chez sa mère. Fait que quand j'étais jeune, moi, dans ce temps-là, c'était pas une norme d'hygiène de l'époque. Là. Moi, ma Oui. mère, elle allait chez sa mère, puis moi, je rentrais dans la boulangerie. Puis Oui. là, je faisais ma tournée. Puis là, j'allais voir tout le monde dans la boulangerie, je me promenais. Puis je finissais toujours à la pâtisserie parce qu'il y avait les beignes, la ligne de beignes, là, les beignes à la poudre, puis les beignes au miel. Là. Fait que ça, je finissais toujours là avec Irène à la pâtisserie. Moi, j'ai travaillé plus dans le garage de mon père. Mon père, mon père travaillait beaucoup à l'époque. Le garage était ouvert tous les soirs, le samedi. Fait que pour voir mon père, il fallait que je sois au garage. Ouais. Fait que souvent, ben, je prenais il disait, ben, amène ton sac d'école, là, amène tes devoirs, puis je vais te faire travailler. Fait que là, j'avais trois emplois principaux. J'étampais des brochures. À l'époque, il y avait des brochures pour chaque véhicule. Là. Oui. Chaque modèle avait sa brochure. Puis à l'arrière, Oui. tu avais le petit carré blanc avec pour mettre l'étampe du garage. Oui. Fait que là, je prenais une caisse là, il me sortait 2-3 caisses de brochures. Puis là, je m'installais en salle de réunion. J'étampais ça. Après ça, je faisais du classement de factures. Ça, c'était une Ouais. affaire que je faisais. Et l'autre affaire puis ça, c'est mon traumatisme encore aujourd'hui, c'était dans le temps, les autos usagers qui rachetaient, tu sais, dans les échanges. À l'époque, ça fumait beaucoup dans les autos. Hein. Fait que là, ma job, il me dit souvent, quand il voulait, je vais appeler ça me cochonner, là. Il dit OK, là, je t'ai mis un auto là, dans la place des lavages. Là. Il dit je veux qu'elle soit vraiment spick and span quand tu vas. Ah, écoute, tu rentrais dans les autos. Là, aujourd'hui, j'aime pas laver des autos. C'est comme. T'as eu un fais, traumatisme. oui, j'ai vraiment. Fait que ça a été ça. Fait que j'ai grandi vraiment dans les deux. Dans les deux sphères. Ouais. Et tu as fait quand même un parcours universitaire. Oui. Fait que tu es allé à Laval, l'Université Oui. Laval. Et tu as étudié en quoi, tu sais, dans le fond, pour être en affaires? Ben moi, j'aimais beaucoup les sciences. Oui. Tu sais, mon père est décédé, j'avais 15 ans, d'un accident de voiture, puis tu sais, je me suis retrouvé un petit peu tout seul dans mes repères, tu sais, fait que ça a un peu cassé mon momentum entrepreneurial familial. Parce Oui. que moi, dans le fond, tu sais, comme bien des futurs élèves familiales, mon parcours est un petit peu tracé, tu sais. Ben, Oui. c'est pas que je disais pas que je voulais travailler au garage, mais puis c'était comme, je me posais même pas la question. Tu sais, Oui. C'était comme naturel. Je vais aller prendre la place de mon père un jour, puis je vais rentrer dans le business. Mais quand mon père est décédé, ben, ses frères ont récupéré les entreprises. Tu sais, et je n'étais plus dans le giron de la famille à ce Oui. niveau-là. Puis du côté de ma mère, ben, c'était mes cousins que leur père avait les entreprises qui prenaient les relèves. Fait que je me suis retrouvé un peu dans un no man's land. Puis, fait que je me suis organisé moi-même. Puis, je m'étais convaincu, puis j'aimais beaucoup les sciences, j'étais en sciences pures, j'aimais beaucoup de la physique, les maths intégrales, ça, j'aimais ça. Fait que j'ai dit, je vais aller faire un cours en génie mécanique. Puis après ça, je ferai un MBA. Puis là,
Écoute, après un mois génie mécanique, je savais déjà, je m'en allais je m'en allais de là. Puis là, je me suis inscrit à l'autre session en administration. Administration. Puis j'ai fait mon bac à l'Université de Laval. J'ai fait finance marketing. Parce que j'étais assez généraliste encore. Je le Oui, suis encore aujourd'hui. Autant je suis très cartésien en finance, autant je suis très créatif en marketing. oui. Puis ça fait que les deux ont été intéressants. J'ai fait des cours de plus que mon bac m'exigeait. Puis c'est ça, je dois me donner le bagage. Puis j'ai eu un professeur à l'université qui était un ancien entrepreneur, avocat, comptable, fiscaliste, un monsieur assez particulier, qui était détesté par la moitié de la classe puis aimé par l'autre moitié. Oui. Puis moi, il m'aimait beaucoup, puis il m'appelait le Beaucerin en plus. Fait que OK. là-haut, il m'appelait le Beaucerin, puis il m'a demandé, il m'accroche, il dit, faut que je te parle. Il va prendre un café, c'est correct. Il me dit, tu sais, il dit, je sais que tu as en affaires, puis tout ça, puis c'est important, puis ouais, puis t'as. Mais il dit, bien, bien important. Puis c'est un des plus beaux conseils que j'ai eu dans ma vie. Il dit, avant 30 ans, va te chercher de l'expérience. Mm. Va te chercher du bagage de vie, va te chercher vraiment du bagage, de l'apprentissage, va te découvrir, va apprendre. Il part pas en affaires avant 30 ans. Puis il dit, l'autre conseil, oublie le salaire jusqu'à 30 ans. Il dit, va pas chercher des jobs pour le salaire, va chercher des jobs pour ce qu'ils vont t'amener. Puis ça m'a vraiment drivé jusqu'à 30 ans. Ça a été vraiment mon parcours d'aller chercher des expériences. Des Fait que expériences. ça a été Ça ça. a été quoi tes expériences, justement? Écoute, j'ai eu... j'avais, à l'époque, moi, quand j'ai sorti de l'université, début 90, vraiment en 1990, j'ai Ouais. fini en décembre 89, le marché de l'emploi était vraiment à sec. Là. Il n'y avait pas d'emploi. C'était les banques qui embauchaient, des grosses compagnies comme CP, Via Rail, des affaires de même. Puis, hey, ça me tentait pas, tu sais. Puis, j'avais une entreprise qui m'avait offert un emploi, mais c'était un emploi de vente, puis représentant, mais c'était tout ce que j'avais. Ça me tentait moins, mais c'est tout ce que j'avais. Puis à un moment donné, juste avant Noël, je rencontre le président de Procycle, Raymond Dutil, dans un centre d'achat. Sa femme, c'est une amie de ma mère. Puis on se met à jaser. Ben, tu sais, on cherche quelqu'un en marketing. Il dit, je sais pas si ça. Hey, là, c'est allumé. Puis finalement, je suis allé passer une entrevue l'après-midi même. Puis j'ai été embauché. Puis j'ai travaillé 2 ans chez Procycle. Extraordinaire comme expérience. J'étais adjoint au vice-président de développement de marché. Je m'occupais du marketing. Je m'occupais des conceptions de produits. Je m'occupais du réseau Un international. peu touche à tout, Écoute, là. je me promenais, je faisais toutes les expositions à travers le monde. Ouais. Fait que j'ai été 2 ans là à tourbillonner puis à travailler comme un fou, mais à adorer ça, puis à apprendre. Puis c'est dans un contexte où, ben, tu sais, prends ce qu'il y a, puis fais-le. Puis pour la petite anecdote, c'est que je devais relever du VP marketing qui avait été mis à pied pendant le temps des fêtes. Fait que quand je suis arrivé chez Procycle, la secrétaire Marceau a dit, Monsieur Dutil veut te rencontrer. OK. Fait que là, M. Dutil, il me reçoit. Bon, il est venu dans la compagnie. Il dit, écoute, il est arrivé un petit quelque chose dans le temps des fêtes. Il dit, Monsieur X a été dû quitter. Je ne sais plus comment il m'avait annoncé ça. Fait que là, il dit, je vais te montrer ton bureau. Puis tu vas relever du vice-président de production. Puis là, moi, j'étais à l'usine à Saint-Georges. J'avais le bureau des ventes à Montréal. Puis tu vas travailler en collaboration avec tel autre VP. Puis là, là, je rentre. Puis sur le bureau, il y avait 2 piles. Puis il dit, ça, c'est la pile pas urgente, mais ça, c'est la pile vraiment urgente. Puis là, on n'avait pas d'ordi dans ce temps-là. Là. Ouais. Fait que là, il dit, puis le premier dossier, il dit, on a un trade show dans 3 semaines, puis il n'y a rien de fait. Puis il dit, ça, c'est la secrétaire Claire, là, c'est la secrétaire du vice-président opération, fait qu'elle va t'aider. Bienvenue dans l'équipe. That's it. Ça a commencé de même. Un super Fait que- onboarding. fait que oui, mais ça a été, regarde, OK. Meilleure école. Tu tournes les manches, puis tu pars, Ouais. puis fait que ça a toujours été ça. Je suis tombé souvent dans des contextes où je partais avec des feuilles blanches. Fait que Ouais. ça m'a suivi beaucoup dans mon parcours. Fait que là, il y a eu Procycle Ouais. après ça. Après ça, je voulais expansionner un petit peu mon côté marketing. Chez Procycle, je touchais Ouais. vraiment plein de choses. Mais le côté marketing pur, j'y touchais moins. Donc, j'ai eu un emploi chez Multimarque, dans les Oui. boulangeries. J'ai été chef de marque à Montréal. Je suis déménagé à Montréal, quitté ma Beauce natale, m'en venir à Montréal. Et j'ai eu un poste extraordinaire. Écoute, je travaillais sur les plus grosses marques de l'entreprise. À l'époque, on avait Guy Luron, Bon Matin, Pomme, Ouais. Sunmade. C'était mes 4 grosses marques. Donc là, c'était vraiment du marketing pur. Développement de produits, emballage, campagne marketing, budget publicitaire énorme. Grosse campagne de promotion. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis je travaillais beaucoup avec l'équipe de terrain, l'équipe de mise en marché. Fait que là, j'ai découvert un peu le côté retail, le côté Oui. vraiment point de vente. Et je me suis découvert une passion pour l'exécution magasin, le point de vente. Moi, je partais avec les livreurs-vendeurs de pain à 4 heures du matin pour aller voir comment ils travaillaient, puis comment ils exécutaient. Puis là, je m'en faisais des bodés. Puis je me souviens une fois dans une présentation, j'étais allé présenter une promotion aux gens des ventes.
Puis j'avais fait quand même beaucoup de tournées Oui. de route de pain le matin. Puis, à un moment donné, il y a un des vendeurs qui voulait me brasser, tu sais, qui avait comme décidé que c'était pas bon ce qu'on faisait. Puis là, il s'était mis à chialer. Puis il y avait 3, 4 des vendeurs avec qui j'étais allé qui l'avaient ramassé, lui. Parce Tu sais, que. hey, écoute, il vient sur le terrain, puis ce qu'il fait, c'est bon, puis ta. Puis c'était pareil quand j'étais chez ProSic. À tous les matins, je faisais le tour de l'usine. Ouais. J'allais voir les gens de production puis avec qui je travaillais sur les designs de produits puis les affaires. J'ai toujours été proche du terrain dans tout ce que j'ai fait. Puis Ouais. ça a été un fil conducteur. Fait que chez Multimarque, j'ai fait ça pendant un autre 2 ans. Et un jour, j'avais le goût de toucher aux ventes. OK. D'un point de vue plus. Tu sais, j'étais toujours dans mon mindset entrepreneurial. Là. Je veux dire qu'il fallait développer mes compétences. Il y a un gars d'une agence avec qui on travaillait qui m'a dit: Hey, j'ai un client qui cherche quelqu'un. D'après moi, vous auriez un bon fit. Lui, il s'en va à Maison-Mère à Chicago. Il dit: J'aimerais ça que tu le rencontres. Il dit: Je pense que tu pourrais un bon fit. C'est vente, c'est très vente avec un peu de marketing. C'est les bureaux chefs des chaînes alimentaires. Puis tout ça. Je dis, ah, ouais, OK, c'est cool. Fait que je m'en vais déjeuner avec le gars. Puis ça clique tous les deux ensemble. Puis en partant, on a une bonne discussion. Mais il me dit jamais c'est quoi l'entreprise. Jamais, jamais, jamais. Puis là, fait que là, il me parle de c'est quoi le mandat, puis c'est quoi le contexte, puis c'est quoi qu'on a à faire. Puis c'était le fun, parce que c'était vraiment travailler des bureaux chefs, puis développer la mise à Ben marché. Puis oui. j'avais une équipe de vente représentant un magasin. Puis, fait que c'était vraiment un beau contexte, plus un petit volet marketing. Là. C'était pas gros, mais. Fait que ça te tente-tu? Ben oui, ça me tente, mais j'ai dit, écoute, c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût de faire. C'était en plein ça que j'ai envie de faire, de développer mes compétences. Fait que là, il y avait 2 enjeux. Le premier, il dit, écoute, je peux pas te payer plus que tu gagnes présentement, mais ils ont un maudit beau boni, par exemple. Il dit, si tu as des croissances de vente, tu vas chercher des bons bonis, mais je transférais pour le même salaire, tu sais. Oh, ça, c'est correct. Je dis, non, j'étais dans mon mindset de mon professeur de Oui, l'époque, là. c'est ça. Puis, puis là, il dit, parce que là, il dit, c'est juste que la catégorie de produits, c'est quoi? Il dit, on est le plus gros fabricant de litières pour chat au Canada. Ben, c'est ça. Fait que, mais, ben, j'ai dit, je suis capable de vendre la litière pour chat. Je vais être Capable de vendre n'importe quoi. Fait que finalement, ben, écoute, c'est pas le produit. Tu sais, Exact. ben, tu peux avoir une passion pour le produit quand même, mais moi, j'avais une passion plus pour la commercialisation, puis le marketing, puis Oui. les ventes, tout ça. Puis j'ai pris l'emploi. Puis écoute, mais ça a été excuse-moi l'anglicisme, un game changer parce que là, mon expertise de toute la chaîne de vente, du détaillant, du bureau chef jusqu'à l'exécution magasin, la force de vente avec ça, tout le marketing consommateur. Comme on n'avait pas des gros budgets, j'avais pas de budget publicitaire, on travaillait beaucoup de programmes en magasin. Puis j'ai développé vraiment une force pour travailler le marketing terrain, travailler le marketing magasin. Et ça a été vraiment le spin qui a mené après ça à mon parcours entrepreneurial. Fait que là, parce que là, c'est ça, quand je lisais un peu ta bio, tu as plus de 25 ans d'entrepreneur, d'une vie de vie d'entrepreneur en affaires. Oui, Hein? en affaires. Ouais, tu as, En affaires, plus de exactement. 25 ans en affaires. Fait que comment tu as fait le saut? Je m'étais donné un. Puis ça, c'était-tu une erreur ou non? C'est devenu une pression psychologique. Moi, je te dis, à 30 ans, il faut que je sois en affaires. Oui. Tu sais, j'étais encore dans mon mindset de mon prof de l'époque. Là. Oui. Et là, j'approchais du 30 ans. Fait que j'ai fait 4 ans dans l'entreprise que j'étais à l'époque dans la litière. On a augmenté les ventes de 50 en 4 ans. C'était super le fun. Mais les 2 dernières années, je m'étais mis à regarder pour acheter des entreprises. OK. Et là, je vais trouver quelque chose, je vais acheter une entreprise. Puis je trouvais rien. Puis je trouvais rien qui m'intéressait. Puis tout ça. Puis là, la dernière année, je disais, là, l'horloge, elle sonne. Là, ça s'en vient. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, c'était dans le temps des fêtes. Ma conjointe est enceinte. Là, il faut que je fasse de quoi? Là? Qu'est-ce que je peux faire? Et je suis revenu sur mon corps. Ben, moi, ce que j'aime, les dernières années, j'ai passé mon temps à travailler les agences de marketing, quand j'étais chez Multimarque, quand j'étais dans les tiers pour ça, à prendre les grandes idées, mais à les amener en exécution de programme magasin. Mais si moi, je vis ça, les autres gens dans le package good, dans le produit de consommation, dans l'alimentation, vivent probablement la même affaire. Fait que je vais partir une agence de marketing qui est spécialisée en commerce de détail, en exécution magasin. OK. Puis, à l'époque, il y avait une tendance de marché dans l'industrie agroalimentaire aux États-Unis qui s'appelait le solution selling. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'était, bon, OK, on va faire un bout d'îlot avec des pâtes puis de la sauce, puis ça va inspirer les gens on va donner des solutions repas. Avant, c'était tout par section, c'était pas de même. C'est ça. Mais ça commençait à être inspiré les gens dans des solutions repas, puis c'était le solution selling. Fait que je disais, solution, vente et marketing. Puis je vais appeler ça de même, puis j'avais appelé ça de même. Et puis le 2 janvier, je suis arrivé au bureau, j'ai dit à mon patron, mais je m'en vais. Je me lance en affaires. T'avais-tu 30 ans à cette époque-là? J'avais 30 ans, c'était ma 30e année. Puis ma conjointe, quand j'ai dit, OK, dans le temps des fêtes, j'écoute, je donne ma démission. Puis elle dit, écoute, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que tu sais que je suis enceinte?
J'ai dit oui. Est-ce que tu sais qu'on vient de s'acheter une maison? Je dis oui. Puis là, je regarde, j'ai calculé mes affaires. J'ai dit, j'en ai au moins pour 6-8 mois. Le temps que tu finisses, toi, tu vas être en congé de maternité. Je dis, regarde, j'ai 6 mois pour. Puis je dis, au pire, chérie, à l'automne, je me retrouve d'autres choses. Ouais. Fait que j'étais parti de même. Puis finalement, la première année était difficile. Beaucoup en mode de survie, prendre à peu près n'importe quoi, trop travailler. J'étais aussi dans mon pattern de père qui est mort. J'étais beaucoup le père pourvoyeur, le père Oui. tu sais, je suis encore en train de travailler là-dessus aujourd'hui dans ma vie, mais très responsable de sa famille. Puis je Oui. me suis mis énormément de pression sur les épaules. Ce qui a fait qu'en novembre, ça allait bien été au début. Là. J'ai pogné un premier client Oui. super structurant, puis je me suis mis à gagner ma vie avec ça. Là. Mais en novembre 98, je me suis tapé un Christy de burn-out, puis je me suis rendu au bout de mon rouleau. Tu sais. Puis ça a été, et je célèbre encore le 2 novembre de chaque année, ce moment charnière de ma vie. Oui. Fait que. C'est fou comment, des fois, quand tu es passionné, c'est dur de s'arrêter. Mhm. Hein? Il y a cette notion-là. Toi, tu voulais vivre ça depuis que tu es jeune. Puis là, tu le vis, puis là, tu veux prouver que tu es capable. Parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, le 50 ans et moins, on est dans prouver. Ouais. 50 ans et plus, on ne peut rien à prouver. Ouais, exact. On connaît qui Exact. on est, vers où on s'en va. Ouais. Alors là, ça a été quoi la plus grande leçon apprise de ça? Ben aujourd'hui, je te dirais, avec beaucoup, beaucoup de recul et de travail de thérapie et d'introspection, je te dirais, tu sais, on a toutes des cicatrices et des blessures qui nous drivent intérieurement. Oui. Quand, tu sais, moi, ça a été ça, je n'avais pas pris conscience de ce côté-là de ma vie. Puis ben, encore aujourd'hui, mon côté sauvage, je le travaille, tu sais. Mes enfants me le rappellent régulièrement. Et c'était ça, ça a été ça mon problème, donc, mon mur que j'ai frappé. Mais de l'autre côté, tu sais, ça m'a pris 3 mois vraiment à me remettre juste en capacité de recommencer à travailler. Là, mais j'ai compris ma valeur humaine avec les gens parce que j'avais des gens qui m'attendaient. Il y a des gens qui ont pris le relais de dossiers que j'avais, moi, j'ai transféré des dossiers que j'avais là, à des amis qui avaient des Oui. agences, puis j'attendais rien, puis ils m'ont fait un chèque. Puis j'ai des clients, quand j'ai dit écoute, je recommence, ben justement, je t'attendais pour des projets, j'avais mis des projets sur le haut en attendant que tu reviennes. Puis, fait que, oh mon Dieu, c'est normal le fun, ça. Puis là, ben, j'ai reparti avec un autre mindset aussi dans Oui. mon affaire. Puis, fait que je pense que le self-awareness, là, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer beaucoup dans notre vie. Oui. Puis tu sais, moi, ça fait 27 ans que je suis en thérapie. Là. Oui, Puis oui. je vais encore régulièrement voir mon thérapeute qui a 85 ans aujourd'hui. Puis je vais le voir encore des fois des périodes de ma vie. Ou des fois, j'appelle ça mon changement d'huile. Là, je dis, OK, Oui. des fois, j'ai rien à jaser, je m'en vais le voir. Oui. Mais ça, pour moi, c'est Ben, grande c'est leçon de vie. essentiel à être pour devenir la meilleure Ouais, version de exact, nous-mêmes. exact. D'être capable de rétrospecter. Puis ça a développé beaucoup à travers le temps, mon côté très humain dans mon entrepreneuriat. Oui. De dire, OK, un peu d'humilité là-dedans, de dire, OK, Oui. puis j'ai appris à découvrir que moi, dans le fond, ce qui me drive, que j'aurais une agence de marketing, un bureau de comptable, un bureau d'ingénieur ou une shop, ce que j'aime, c'est les gens. Oui. Fait que ça m'a ramené là-dessus. Puis écoute, après ça, dans 2 ans, on est devenu une agence de 20 personnes. Puis, fait que ça a été une super belle histoire d'entrepreneuriat avec beaucoup de montagnes russes, de haut et de bas, de mal de cœur, comme tous les entrepreneurs que tu interviewes d'ailleurs. Là. Oui, exactement. Puis c'est ça que j'aime aussi, de faire connaître ces histoires-là, que probablement, tu sais, toutes les histoires, en fait, tout le monde a un parcours atypique. Mm. Tout le monde a un parcours unique. Mais à quelque part, c'est de se reconnecter à soi. Tu sais. Ouais. Puis toi, tu es revenu à la base. Puis tantôt, quand on parlait juste avant l'interview, tu disais, écoute, tu sais, je réalise que ma raison d'être est vraiment la connexion humaine. Ouais. Tu sais. Puis je reviens encore à Ouais. la base, puis c'est encore ça. Ouais. Là, c'est là qu'il faut évoluer être la meilleure version de nous-mêmes, évoluer dans des fonctions, en fait, qui nous amènent à être sur notre X. Ouais. Et c'est là, je pense que toi, à travers tout ça, tu sais, tu as parlé tantôt que tu avais énormément d'intérêt, en fait, pour le développement économique et l'entrepreneuriat. Et parle-moi un peu du Centre québécois d'innovation en commerce de détail, le Conseil québécois du commerce. Tu Ouais. as été très impliqué là-dedans. Fait que parle-nous-en davantage. Ben, tu sais, mon histoire d'SVM, parce qu'à un moment donné, Solutions Vente Marketing est devenu SVM, parce qu'on a eu des clients du côté Canada-Adelaide. Ah, OK. Solutions Vincent Marketing, c'était pas très sexy, fait qu'on a appelé ça SVM. Puis on était chanceux, parce qu'on a eu écoute, on a travaillé avec des multinationales, là, Procter & Gamble, Mars, Campbell, des grands détaillants du Québec, Métro, Couche-Tard, Rona. Vraiment, on a eu une ride incroyable avec une équipe, puis encore des humains que je parle aujourd'hui, tu sais. Puis
j'ai été privilégié d'apprendre. Puis moi, c'était toujours en mode d'apprentissage. Tu sais, Oui. j'apprenais de mes clients. Puis Danone, c'est un de nos super beaux clients encore, qu'on a fait des beaux travaux. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où notre développement d'affaires était plus difficile au Québec. Tu sais, quand tu as Danone comme client, ben là, toute la catégorie de produits laitiers était limitée. Quand tu as Métro, ben, fait qu'à un moment donné, t'as le spectre québécois de clients Oui. d'envergure. Puis on avait un petit bureau à Toronto, on avait des clients à Toronto. Mais quand tu n'es pas à Toronto, c'est dur de développer. Les clients, on les a pognés par des mandats du Québec. Puis à un moment donné, on dit, hey, on va te donner des mandats nationaux. C'est ça. Puis, fait que là, mon partner à l'époque, on s'est dit, ben, écoute, on peut-tu faire une acquisition à Toronto? Puis on peut peut-être acheter un petit bureau qui a des clients complémentaires, puis nous donner un levier. Fait que c'était un peu la vision qu'on avait. Puis, tu sais, ça fait quand même 15 ans là, que j'étais dans mon parcours, avec certaines remises en question à un moment donné. Tu sais. Puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la stratégie. C'est vraiment, moi, le casse-tête stratégique, ça me fascine. Puis là, on tombait un peu plus dans l'exécution, tu sais, dans le Oui. tactique. Fait que des fois, ça me gossait un peu. Puis finalement, j'ai un jeudi soir, je pars du bureau, il est 6h moins quart, puis tu sais, je tourne devant mon bureau, puis le téléphone sonne, puis je vois c'est 416. Je pense que c'est un client. Bon, gars de devoir, je dis, ah, je vais répondre. Fait que je réponds. Finalement, c'est un gars d'une agence de Toronto qui me dit, un président d'agence, ah, écoute, salut, j'ai parlé de toi, nous autres, on est en expansion, on a besoin d'avoir un partenaire au Québec parce qu'on a beaucoup de gros clients majeurs qui veulent qu'on ait une expertise québécoise très forte. Le marché du Québec, c'est toujours un marché inconnu ou incompréhensible pour les Canadiens anglais et les Américains. Fait que, il dit, es-tu capable es-tu ouvert à jaser de partenariat, puis tout ça, tu sais? Oui. Ben, je dis, oui, ben, tu viens-tu à Toronto? Ben, je vais à Toronto demain. Fait que j'ai dit, si tu veux, je vais retarder mon vol, puis on peut aller se voir. Ben, j'étais à côté de l'aéroport. Fait que finalement, je l'ai rencontré. Bien entendu, ce qu'il voulait, c'était nous acheter. Fait que là, je dis, OK, demain, fin de semaine, pour y penser. J'en ai pas parlé à mon partner. Je vais juste gérer ça. Lundi matin, je parle à mon partner. Je garde, je vois ce qui est arrivé. Moi, je suis vendeur. Fait que, il dit, c'est bon, mais c'est parfait. Je dis, garde, ça pourrait être. Parce que c'est un beau levier pour l'organisation. Tu Oui. sais. Oui. Tu sais, Oui. dans le fond, dans la vision, c'était qu'on allait ramasser tous les projets du Québec de leur organisation, de s'en venir chez nous. Donc, c'était vraiment un levier. Il y avait des clients incroyables. Tu sais. Fait qu'on s'est dit, hey, c'est cool. Fait que finalement, on a négocié un deal, un beau deal, une agence de service. Bon, tu vends du revenu futur. Fait que, mais Oui. on avait négocié un deal intéressant. Euh, et, euh, et j'avais 3 ans d'avoir un montant à la signature, 3 ans d'un out. Puis je m'étais négocié ça pour me dire, mais si jamais ça va mal après un an, je veux être capable d'avoir, Tu as la liberté de plus mon partir. langage, mais comme dirait mon beau-père italien, j'avais assez de fuck you money pour m'en aller. Oui. Et finalement, ça a été une histoire d'horreur. La gang de Toronto, choc de culture, choc d'attente. Eux livraient pas les affaires, puis ça a été vraiment frustrant. Qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je vais attendre mon chèque. Et ma vision, c'était de me partir. J'avais le goût, comme toi, de retourner travailler avec les entrepreneurs. Tu sais, mes racines Beauceron, Oui. Oui. moi, j'étais un tripeux d'entrepreneurs. Moi, des rencontres d'entrepreneurs comme toi, j'adore faire ça. Puis, Oui. fait que j'ai dit, je vais aller aider les entrepreneurs. Puis, c'est vraiment mon modèle. Je dis, tu sais, là, en Beauce, nos entrepreneurs sont forts. C'est mieux d'avoir une 100 PME forte d'une région qu'une grande entreprise qui embauche 2000 travailleurs puis qui ferme à un moment donné. Oui. Puis, il y avait eu, à ta grand-mère, il y avait une usine de Résolu qui avait fermé, 300 jobs. Puis là, je lisais l'article, les dommages collatéraux que ça créait. Puis là, j'ai dit, il faut que j'aille aider les entrepreneurs du Québec. Puis, je suis allé me former un peu comme toi en planification stratégique pour la Oui. PME. Je suis allé me former en coaching aussi pour entrepreneurs. Puis, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais faire de la stratégie d'affaires avec les entrepreneurs. Puis, je vais les coacher comme entrepreneurs. Puis, je vais travailler un peu avec le comité de direction aussi. Puis, Fait que je suis parti vraiment de rien. Puis, j'ai dit, le temps que je finisse mon mandat, je vais me former. Puis, après ça, je vais être capable de partir. Puis, j'ai fait ça pendant 9 ans. J'ai travaillé avec à peu près 200-300 entreprises sur une période de 9-10 ans. Extraordinaire comme travail. Tu le sais, tu fais ce métier-là dans la vie de tous les jours. Fait que c'est très valorisant. Tu fais des rencontres Oui. extraordinaires. Il y a des petits bouts plus frustrants des fois parce que tu arrives d'une rencontre avec l'entrepreneur. Ah, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de. Mon to-do list était trop grand, j'ai pas eu le temps de faire les suivis que je devais faire. Fait que là, j'ai appris à les aider à travailler sur la note to-do list. Ça a été une autre affaire. Oui. Fait que, mais j'ai fait ça. Écoute, ça a été vraiment, j'ai travaillé avec des cohortes, j'ai travaillé avec plein d'organismes de développement économique. Et j'ai été coach à l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi pendant 2 ans avec la cohorte, la super cohorte élite 15, la C15, avec qui j'ai encore plein de bons contacts aujourd'hui. Et fait que j'ai fait ça pendant 9 ans. Et le commerce de détail m'appelait encore. Et j'ai été approché par Techno Montréal à l'époque qui avait un mandat avec la Ville de Laval, un appel d'offres du gouvernement pour lancer un centre d'innovation en commerce. OK. Donc, comment on aide les détaillants du Québec à innover davantage dans leur technologie, que ce soit le système de caisse, les systèmes opérationnels, il y a plein d'innovations technologiques.
plein de start-up techno aussi québécoises qui avaient rapport au commerce de détail. Donc, comment on fait le pont entre les deux? Oui. Puis, fait que on m'a offert le mandat. Je dis, ouais, ça m'intéresse. Fait que j'ai pris ce mandat-là. Et finalement, ça a été moyen parce que le gouvernement avait comme donné 3 mandats à 3 organismes en même temps de faire la même affaire. Fait qu'on là, on sauvait la paix, on se croisait. Puis moi, je suis très rassembleur dans la vie. J'ai pas de problème à travailler du monde. Puis regarde, on va se trouver nos sweet spots, on va travailler ensemble. Puis il y en a qui pensaient pas comme moi. Fait que là, à un moment donné, fait que j'ai fait mon mandat, j'ai mis l'organisme en place, je l'ai lancé, j'ai embauché l'équipe, on a mis des projets. Puis finalement, après 1 an, j'ai dit oh non, j'ai dit là, j'aimais pas le contexte du milieu. J'ai dit non, c'était pas sain. Puis il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui a fait une super belle job après. Lui, c'est un opérateur, il a levé la patente, puis ça a bien été. Ça a duré quand même 2 ans et demi, 3 ans, mais encore là, avec 3 organismes. Puis là, le gouvernement m'a dit ben là, il y a trop de monde, on va couper les fonds. Fait que finalement, ils ont coupé les fonds après 2 ans. Mais suite à ça, j'ai été approché par le Conseil québécois du commerce de détail. Qui cherchait un directeur général. Il n'y a personne depuis 6 mois. Et c'est vraiment un organisme clé. C'est tous les détaillants du Québec, les petits et les grands, les Simons, la Vie en Rose de ce monde, et comme le petit détaillant du coin. Et le mandat, c'était de refaire la stratégie de l'organisation, refaire tout le plan stratégique et d'amener l'organisation dans un plan de croissance. Fait que j'ai signé mon contrat le 9 mars 2020. Pour commencer le 8 avril. Oui. Et je finissais mon mandat au Centre québécois d'innovation. Et je suis en train de manger à mon comptoir de cuisine un jeudi, le 12 avril, le 12 mars. Et j'entends le premier ministre dire « Les commerces vont fermer à partir de demain et les commerces non essentiels et les rassemblements publics vont pas avoir lieu. » Et là, j'ai dit « OK, c'est parce que là, les commerces ferment, il n'y a pas personne au CQCD où gérer ça. » Puis là, la semaine d'après, on avait notre congrès annuel qui était 50 des revenus de l'organisation. Fait que là, j'ai appelé Céline Blanchet de Serres, qui était notre présidente de CA. J'ai dit, Céline, je ne peux pas rentrer le 8 avril. Là. Oui, mais si tu n'es pas disponible, ben, je vais travailler 18 heures par jour, c'est pas grave. Il faut que je rentre. Là. Fait que j'ai commencé avec l'équipe. Puis tu sais, quand je te dis mon expérience entrepreneuriale humaine, là, Oui. ça a été. J'ai rencontré l'équipe, on n'avait plus le droit d'être en présentiel. Fait qu'on a fait un meeting. Je suis rentré dans la salle, j'ai écrit sur le tableau Time to Shine. Puis j'ai dit, écoutez, on se connaît pas, on n'aura pas le temps de se faire des gros mamours. Là. Puis je dis, il n'y a jamais un moment dans l'histoire de l'organisation qu'on va pouvoir prouver notre valeur aux membres plus qu'aujourd'hui. Fait que j'ai dit, Time to Shine, c'est ça. Puis je veux que ce soit notre motto pour le reste de l'année. Time to Shine. Puis je dis, là, on va faire un deal. Si vous êtes d'accord, je dis, vous autres, c'est tout du monde qui avait 5, 7, 10, même 20 ans dans l'organisation. C'était tout du monde extraordinaire. J'ai dit, continuez de faire ce que vous faites bien. Moi, je vais être en support. Fait que là, vous backez. Je dis, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un conseil, un déblocage, une validation. N'importe quoi. Je suis là, une idée, moi, je suis là. Moi, je vais gérer la crise. Je vais m'occuper de gérer la crise avec le gouvernement, les médias. Puis là, on était dans le gros brouillard. Là. Fait que j'ai dit, êtes-vous d'accord avec ça? Mais moi, je vais aller vous chercher quand j'ai besoin. Fait qu'on est parti de même. Puis on avait un petit défi financier aussi avec le congrès qui allait être annulé. Fait que ça a été une autre crise à gérer interne. Mais c'était drôle parce que ma contrôleur, le lendemain, je dis OK, fais-moi un tableau de cash flow. Il n'y avait aucun tableau de cash flow aux autres. Fait que j'ai dit un tableau de cash flow par semaine. T'sais. Puis là, fais-moi le cash flow comme si on annulait l'événement. Puis on ne remboursait pas personne. Non, si on remboursait tout le monde. Écoute, je la vois, elle est verte. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'on a de l'argent. On est le 18 mars. C'est parce qu'on a de l'argent jusqu'à la mi-mai. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais comment c'est une bonne nouvelle? Ben, on connaît le problème. Maintenant, on va le régler. Fait que là, finalement, on a travaillé, puis on a reporté l'événement, puis l'équipe, on s'est mobilisé. On a fait un travail extraordinaire. Moi, j'ai appris, j'avais jamais fait de représentation gouvernementale. Ben oui. Fait que là, j'ai appris à faire ça. Je travaillais avec les personnes du cabinet de Fitzgibbon à l'époque. Puis j'ai travaillé beaucoup encore là dans ma force, qui est la collaboration. Ouais. Souvent, les organismes de lobbying sont plus en brassage, puis en revendication. C'est le shine, mais des fois, c'est le shine de l'ego. Oui, exact. Là, on revendique. Puis là, moi, je me souviens, j'avais Michel à l'époque au cabinet. J'avais dit, Michel, moi, j'ai jamais fait ça. Fait que je sais pas comment faire. Mais je dis, moi, dans la vie, j'aime travailler avec le monde. Puis je dis, j'ai 2 choses pour toi. Moi, je vais travailler avec toi. Donc, moi, j'ai des membres qui ont des enjeux, puis on est tous dans le brouillard, là, puis qui sont stressés. Là. Puis toi, tu as un ministre qui, lui aussi, est dans le brouillard, puis il y a des décisions importantes à prendre. Puis on va travailler ensemble. Puis moi, je vais t'aider, puis toi, tu vas m'aider, puis on va essayer de faire que les deux ensemble convergent. Puis je dis, tu peux-tu me coacher? Là, il y a un parti à rire.
Puis c'est bon, ils ont travaillé. Puis on a eu une relation extraordinaire. Puis vraiment dans la collaboration, il y a une seule fois où j'avais levé le drapeau, dit là, celle-là, je ne peux pas te backer, puis on l'a réglé. Puis j'avais le ministre qui m'avait appelé le soir pour en jaser, puis on a réglé la situation. Puis ça a été une expérience extraordinaire. Je me suis découvert là-dedans comme leader Oui, hein? en gestion de crise. Écoute, les médias, je faisais des 30-40 entrevues par jour quand il y avait des annonces par 2 jours, quand il y avait des annonces gouvernementales. Encore là, la communication, être capable de bien communiquer, être capable de prendre le temps d'être présent. Je me Oui. souviens, j'avais une journaliste un mercredi, je pense que j'avais fait une 40 entrevues en 3 jours. Puis c'était la dernière, le devoir à 6 heures le soir. Tu sais, puis elle me dit, Monsieur Drouin, je vous remercie tellement. Elle dit, j'ai l'impression que c'est votre première entrevue que vous faites. Ah, j'ai dit merci, c'était un beau compliment. J'essaie vraiment d'être présent à chaque entrevue. Tu sais. Puis quand ça a été ça, puis après ça, au bout à l'automne, quand la crise a commencé à se placer, euh, je suis revenu sur le mandat de plan stratégique que j'avais, qu'on n'avait jamais amorcé. J'avais comme mis des balises un peu, de dire, au CA, regardez, voici si on alignait le plan, vers quoi je l'alignerais, puis comment les grandes lignes, puis je pourrais travailler avec l'équipe. Puis là, ça a suscité une discussion au CA sur ouais, c'est tout ça qu'on veut faire, on veut s'en aller, on veut-tu revenir là-dedans, ou on veut se recentraliser comme un organisme de lobby. Il y avait beaucoup de grands projets, le virage numérique, le soutien RH, puis tout ça, puis pas sur les grands projets, puis tout ça. Fait que moi, je dis, écoutez, si vous voulez quelqu'un de lobby, je suis pas la bonne personne. Là. Fait que je dis, c'est correct, je respecte ça, mais on va juste Ouais. tranquillement, pas vite, chercher quelque chose, puis tranquillement, pas vite, chercher quelqu'un, puis on se respectera là-dedans, puis on se donnera du lead time respectueux pour. Et finalement, quelques semaines après, j'ai reçu un appel d'Investissement Québec qui m'a appelé par l'entremise d'un contact, un ami, qui cherchait, le ministre avait donné un mandat de développer une stratégie d'achat québécois business to business. Donc, comment on aide les entreprises québécoises à acheter plus au Québec, à diminuer les importations et aider à renforcer nos chaînes d'approvisionnement locales. C'est quand même d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans le trait d'actualité. Et je suis parti vraiment d'une feuille blanche. On m'a dit, let's go, développe une stratégie. Puis je suis pas quelqu'un d'approvisionnement, mais je suis quelqu'un de stratégie. Fait que j'ai parti ça. Et finalement, en 4 ans, on a bâti une équipe de 20 personnes. On avait toute la substitution des importations, les projets de renforcement des chaînes d'appro. Et on avait aussi tout le soutien aux achats publics. Comment on aide les entreprises à vendre plus au gouvernement du Québec. Comment on aide les ministères aussi à acheter plus d'entreprises du Québec. Puis on a une équipe extraordinaire qui a fait ce travail-là pendant 4 ans avec des super beaux résultats. Mais ça a été vraiment du développement économique pur. Là. Travailler avec des entrepreneurs, travailler sur le terrain. Fait que ça a été encore là dans un contexte très intrapreneurial parce que c'est drôle parce que mes amis, quand j'avais pris le poste chez Investissement Québec, mes amis qui me connaissent, ils m'avaient dit ouais, c'était en d'une grosse boîte gouvernementale. Ils avaient fait un pool. Combien de temps je durerais? Ils ont tout perdu. Mais finalement, j'ai 4 ans avec des collègues extraordinaires, à travers des gens passionnés, mais très intrapreneurial dans mon approche. Fait que ça a été, c'est ça. Puis, comme tu dis, souvent, quand tu es laissé dans des mandats comme ça, c'est quand même des mandats où tu as la carte blanche. Tu sais, tu as carte blanche, puis tu peux aller dans ta créativité, tu peux maximiser tes connaissances, puis ton background. Là, fait que ça va bien. Mais tu sais, j'aurais tendance à juste faire le pont avec... tu sais, c'est quoi les recommandations? Tu sais, on connaît la situation économique de nos jours. Puis qu'est-ce que tu as appris, justement, à travers ces 4 années-là qu'on se doit de faire comme entrepreneur? Moi, il y a un constat qui m'a déçu des entrepreneurs. Puis c'est pas un reproche, mais c'est un constat qui m'a un peu déçu. T'sais, on a tous vécu la crise des containers. Là. Quand on est né, moi, je le savais, là, j'étais là, puis on avait des appels à tous les jours d'entrepreneurs qui cherchaient du stock. Puis là, trouve-moi un fournisseur du Québec. Puis on a fait des liens avec des entrepreneurs extraordinaires. Et la journée que ça s'est replacé, les gens sont tombés dans le pantoufle. OK. Puis moi, le message que j'avais, c'est développez-vous de la résilience de la chaîne d'approvisionnement locale. Je ne dis pas de tout transférer localement, mais vous êtes mieux si vous avez un produit que vous achetez à l'étranger parce qu'il est beaucoup moins cher, puis qui est 25 plus cher au Québec, mais si vous achetez 30 de votre stock au Québec, votre prix moyen va être encore intéressant, mais vous allez avoir un fournisseur avec qui vous allez développer une relation d'affaires, pas à trouver des fournisseurs en catastrophe, là. Et vous allez avoir une résilience de votre chaîne d'appro. Peut-être que votre partenaire, vous allez donner la capacité d'investir en automatisation, en productivité, puis s'adapter à vous, puis commencer à baisser ses coûts. Mais on est retombé, là, le pendule est reparti là, dès que les chaînes d'approvisionnement ça a relâché. Là. Puis on en avait quand même des dossiers parce qu'on avait beaucoup travaillé sur différents projets, mais ça, j'ai comme trouvé ça. Puis moi, je lançais le message, je faisais à peu près une 30aine de conférences par année. Puis entre autres, je leur parlais de Taïwan. Je dis, préparez-vous, là. Là, à un moment donné, ça m'a pogné une bulle d'air dans une conférence. J'avais eu un article le matin, j'arrive dans ma conférence. Il y en a combien ici qui achètent de Taïwan? À peu près comme 30 des entrepreneurs dans la salle.
Je dis, OK, je dis, vous attendez quoi? Je dis, Taïwan, là, la Chine, là, c'est pas si. Un jour, ça va arriver. Un jour, Taïwan. Puis la Chine n'envahira pas militairement Taïwan. Ils vont faire des blocages de voies maritimes pour empêcher Taïwan, l'économie de Taïwan de prospérer. Puis nous autres, au Québec, c'est 6 milliards d'importations de Taïwan par année. Oui, il y a beaucoup de composantes électroniques qu'on ne fait pas ici, mais on avait fait un travail exhaustif de tout ce qu'on importait de Taïwan qu'on pourrait fabriquer au Québec, qui est déjà fabriqué au Québec, qui a déjà des fabricants québécois. Qui pourrait. Puis sur le 6 milliards, tu étais combien C'était capable? la moitié. La moitié. Ouais. Wow. La moitié qui étaient des choses qui étaient soit fabriquées ou fabricables. OK. Puis on parlait aux entreprises, là. Ah, les fournisseurs. Regardez encore ce qui arrive. Fait que C'est ça. puis Ça moi, nous je disais, rattrape, hein? ça va continuer. Oui. La perturbation des chaînes d'approvisionnement, maintenant, c'est un acquis. Oui. Il va, à tout moment donné, il va y avoir un cycle de quelque chose, il va y avoir une belle courbe qui va arriver, il va y avoir une distribution de la chaîne. Fait que développez votre résilience. Puis ce que je trouve dommage, présentement, c'est que là, oui, mais c'est parce que vous n'avez pas appris de la dernière leçon. Tu sais. Fait que Oui, c'est ça, ça j'ai que trouvé ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas appris. Tu sais, Ouais. il y en a beaucoup qui achètent localement. Là. Tu sais, écoute, on Oui, a puis plein des d'entreprises. là. certifications B Corp. Ouais, tu non, sais, non, je pense à Annie Rouleau, tu Ouais. sais, de Incented Company, qui est venue d'ailleurs sur le OK. podcast, Ouais, qui une dit, belle regarde, moi, je suis entrepreneur. prête à payer plus cher, mais je vais avoir une relation avec Ouais. mes fournisseurs. Fait que, tu sais, mais c'est pas nécessairement la majorité ni dans la mentalité, je dirais, tu sais. Ben, écoute, je te dirais, il y a beaucoup d'entreprises qu'on voyait, là, tu sais, ils essayaient de maximiser leur achat local, mais c'était pas dans l'optique de... Quand il y avait un bon fournisseur étranger, c'était pas dans l'optique de le changer. Ouais. Tu sais, tout ce qu'il pouvait acheter local, il l'achetait, mais s'il y avait déjà des ancrages à l'étranger, il évaluait un peu le transfert. Fait que quand la chaîne rebrise ou quand la chaîne... Oui, il y a des perturbations fait qu'encore aujourd'hui qu'on connaît aujourd'hui, pas. moi, j'espère qu'on va prendre des leçons encore plus fortes de dire développons nos chaînes d'approvisionnement locales, développons de la résilience locale. Donc, que le gouvernement continue à investir dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques, l'automatisation, la productivité. On n'est pas productif au Québec, on a un retard de productivité. Fait que oui, je peux trouver un fournisseur local, mais s'il n'y a pas la capacité ou la compétitivité de me fournir, ben fait que tout ce cycle-là, c'est toute une chaîne Une économie vertueuse là, circulaire. qu'il faut rebâtir. J'espère que l'électrochoc, puis merci, M. Trump, de nous donner cet électrochoc-là. Non, mais c'est. Ça nous Tu sais, oblige moi, à penser dans ma différemment. vie, j'essaie toujours d'éviter les postures de victimes. Là. Oui, Fait que je me dis, OK, ben là, on va se prendre en main. Là. Moi, je Ouais. vois ça comme un électrochoc qui fait mal. Là. Mais j'espère que sur le moyen long terme, on va développer de la résilience, puis qu'on va développer de l'autonomie, puis qu'on va rendre. Tu sais, c'est pas d'être bon dans tout, mais dans quoi qu'on est bon au Québec, il faut être encore meilleur. Tu sais. puis justement, ta vision de dans quoi on est bon au Québec? Euh, les entrepreneurs québécois, dans tous les secteurs, mais entre autres dans le manufacturier, de façon générale, moi, j'admire la créativité, l'audace, la résilience. Moi, pour ça, c'est un. Dans n'importe quel secteur. C'est vrai, il y a des secteurs stratégiques. Tu sais, dans l'usinage, on est incroyable. La qualité, la fiabilité des fournisseurs québécois, c'est indéniable. Oui. Tu sais, on est des maudits bons fournisseurs au Québec. Je trouve qu'au Québec, on manque. Je parlais à beaucoup d'entreprises. Quand je suis sur Investissement Québec, dans mes parcours ben oui, t'en as vu. comme toi, tu fais ton hyper-croissance. Tu sais, hyper-croissance, c'est pas pour tout le monde. Non. Mais c'est quoi? On devrait tous être en hyper-croissance. Et au Québec, puis là, c'est le défi du repreneuriat, c'est encore plus, ça vient donner une coche là-dessus, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont dans leur zone de confort. Moi, je fais 20 millions par année, ça va bien, je fais des ventes, je suis sûr de garder le chiffre d'affaires, on augmente un petit peu. Hey, je prends ma retraite dans 5-7 ans. Là. Fait que là, écoute, on se mettra pas à investir 10 millions dans le business. Là. Puis, tu sais, On va surfer ça. donc, on est beaucoup dans... Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de PME. Notre force, c'est la PME, mais c'est aussi notre un peu défi de dire, oui, mais on peut-tu dire qu'on va doubler la business? On peut-tu prévoir des acquisitions? On est beaucoup dans le confort, puis c'est pas confortable d'être entrepreneur, c'est pas ça que je dis. Là, Non. Mais et je trouve qu'on manque cette petite coche-là d'audace de dire comment on amène nos entrepreneurs à penser. Ce que tu fais comme travail, c'est extraordinaire, c'est les amener à dire, hey, attends un peu, là, sky's the limit. Là. Ouais. On peut développer. Et ça, j'en ai beaucoup d'entreprises. Moi, dans les chaînes d'approvisionnement, là, on arrivait à des fournisseurs. Écoute, on a une entreprise, ils ont 3 millions d'achats qu'ils veulent faire au Québec. Toi, tu as une belle shop, tu fais 10 millions. Il faudrait que tu investisses, par contre, au niveau de la productivité, de l'automatisation. Puis, ouais, c'est un gros projet. Et je comprends l'entrepreneur. Moi, je me souviens, j'étais allé au Saguenay à un moment donné. J'étais allé souvent au Saguenay rencontrer les gens là-bas. Extraordinaire, tu sais. Puis je me souviens d'une rencontre avec l'équipe de l'Investissement Québec local. J'ai rencontré un entrepreneur
Là, la secrétaire, elle me dit, ça sera pas long, il s'en vient. Tu sais. Et il arrive en chienne, là, plein d'huile. Il dit, je m'excuse. Il dit, là, mon gars de maintenance est malade. Fait que mon directeur de production Ah, est c'est parti ça. réparer une machine. Puis là, il y en a un autre qui a brisé. C'est moi qui est là. L'entreprise fait 15-20 millions, là. Puis là, il dit, puis en même temps, c'est moi qui m'occupe du programme d'automatisation. Puis fait que on a un défi de scale, tu sais, Ah oui, je le l'hypercroissance. On a un sais, défi je de le scale. sais. Fait que ça, c'est le petit côté dans l'entrepreneuriat québécois qui m'agace un peu des fois. On peut-tu se donner les cordes à booster un peu? Là? Puis là, on a un contexte extraordinaire de marché. Là. Là, c'est clair. Oui, c'est une claque d'en face parce que ça brise. Tu sais, il y a des entreprises là, à qui je parle, puis je comprends beaucoup là, le choc. Mais comment on arrive à prendre cette opportunité-là? Et dire, OK, tu sais, stratégiquement, on fait de la Oui, croissance comment? Pour le futur. exactement. Mais je suis contente que tu en parles. Puis, ça nous amène à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, Fait que je trouve qu'il y a un beau lien avec ça, de dire pourquoi pas encourager, en fait, les entrepreneurs de demain, oui. les entreprises innovantes. Et on sait que depuis quelques mois, tu es PDG de Ange Québec. Mhm. Alors, parle-nous, c'est quoi ça, Ange Québec, pour les gens qui ne connaissent pas? Ben écoute, Ange Québec, c'est le développement économique de demain. OK. Tu sais, on peut le voir comme ça. Je fais beaucoup de Oui, développement économique d'aujourd'hui. C'est le développement économique de demain. Dans le fond, les anges investisseurs, c'est partout dans le monde. Il y a à peu près 4000 groupes d'anges dans le monde, de différentes grosseurs et différentes formes. Et le rôle des anges investisseurs, c'est des gens qui ont, un, de l'argent et deux, de l'expertise et de l'expérience, qui sont capables d'investir dans des startups innovantes, puis là, on parle de startups en pré-amorçage, pas en amorçage. Là. On parle oui, d'entreprises qui sont vraiment encore en développement là, primaire et qui sont capables, avec l'argent qu'ils amènent, incluant d'autres investisseurs, et l'expérience qu'ils amènent, ben, d'augmenter les chances de succès de ces entreprises-là. Et il y a des recherches qui prouvent qu'une entreprise qui est soutenue par des anges a 30 jusqu'à 30 plus de taux de survie après 5 ans qu'une entreprise qui n'en a pas. Donc, ça amène beaucoup de valeur. Et notre rôle en Québec, nous, ben, c'est de bâtir ce réseau d'anges-là. Donc, c'est pas seulement juste de trouver des messieurs ou des madames qui ont de l'argent, c'est de trouver des messieurs et des madames qui ont de l'argent qui amènent de la valeur aux entrepreneurs. Donc, ça peut être de la oui. valeur technologique, ça peut être des entrepreneurs qui ont fait des exits en technologie, ça peut être des gens en finance, ça peut être des gens qui travaillent encore ou qui ont pris leur retraite avec des expertises techniques très pointues, ou c'est des entrepreneurs généralistes, mais qui ont quand même un bagage d'affaires puis qui sont capables d'amener de l'expérience d'affaires ou de la sagesse d'affaires, je dirais, à des jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est de bâtir ce réseau-là. Mais non seulement on les bâtit, on les forme pour qu'ils deviennent des investisseurs vraiment experts. Donc, pour nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent chez Ange Québec pour investir, commencer à investir, puis dans 5-7 ans, ils vont investir davantage de leur côté parce qu'ils ont appris à investir. Donc, nous, on a une des meilleures formations d'anges au monde. On a une Wow. formation en des modules en virtuel. On s'est inspiré beaucoup de l'école d'entrepreneurship de base, qui est Eat-We, le EAE, l'entrepreneur, nous autres, c'est ange-ange. Tu sais. Donc, on Mhm. fait du pairage, on est les anges qui enseignent aux autres anges. Et donc, c'est important de former ces gens-là pour qu'ils soient des bons investisseurs Oui, dans leur façon d'investir, mais aussi dans la façon qu'ils accompagnent les entrepreneurs. Fait que ça, c'est notre premier volet. Le deuxième volet, ben, c'est on existe par et pour nos membres. C'est-à-dire qu'il faut euh, trouver les meilleures startups dans l'écosystème en fonction des expertises et de l'appétit de nos membres, mais aussi développer notre réseau en fonction des startups émergentes, des secteurs émergents, comme je prends l'exemple, l'intelligence artificielle. Bon, on est rendu avec une douzaine de membres qui ont de l'expertise très, très pointue en intelligence artificielle. Puis ça, c'est important parce que les technologies se complexifient de plus en plus. Avant, là, on faisait 70 du B2B SaaS. oui, Donc, des modèles assez standards, variations sur le même thème. Là. oui. Donc, c'était pour un entrepreneur, un investisseur, c'est assez facile de comprendre le modèle. Tu regardes le marché, ça a-tu de l'allure, c'est pas d'allure. Mais là, tu arrives avec un projet d'AI, une molécule en biotech, un projet de medtech, un projet en clean tech, tu sais, des affaires plus complexes. Alors, ce qu'on a fait, on a développé un réseau des cellules d'anges experts. OK. Donc, comme par exemple, en santé, notre cellule santé, on est rendu à 17 ou 18 anges experts. En AI, on a une douzaine, on en a en cybersécurité, en clean tech. Donc, et ce que ça permet, c'est nous, dans l'analyse des dossiers, parce qu'on fait une analyse assez exhaustive Oui. de chaque dossier, ben, on fait intervenir nos anges maintenant dans les dossiers. Hey, viens rencontrer l'entrepreneur, puis donne-nous ton input. On appelle ça notre deep dive. Là. Donc, va creuser là, pour nous dire c'est-tu bon, c'est pas bon, ça a-tu du potentiel? Est-ce que nos anges peut être un bon deal pour nos anges? Fait que ça, on les implique. Mais après ça, l'autre affaire, c'est que
présentes un projet AI. C'est arrivé dernièrement à nos cercles d'investissement, un projet AI. Moi, je peux même pas te dire ce que ça faisait, là. Fait que j'ai vu la présentation, là, mais nos anges ne veulent pas investir juste dans la même affaire. Ils veulent diversifier leur portefeuille. Oui. Fait que mon ange plus généraliste, ben, l'ange expert qui vient aider l'entrepreneur en présentant son deal puis dire moi, j'ai investi là-dedans. Pourquoi? Voici ce que je pense qui peut arriver. Voici les fenêtres de sortie. Voici le développement potentiel. Ben là, mon ange généraliste, OK, ouais, Oui, parce qu'il y a un expert qui est capable de le vulgariser pour le généraliste, pour puis qu'il comprenne. Frédéric, Puis... il dit ça, ben OK, ben si Frédéric l'a dit, là, moi, j'ai Oui. confiance en Frédéric, je vais investir. Fait que ça permet d'amener plus d'investissement de nos anges généralistes. Fait que c'est un bel équilibre entre les deux qu'on veut toujours garder. Fait qu'on investit en première ronde à peu près une dizaine de millions par année. Là, c'est des années plus tranquilles, plus difficiles. Là, le marché est plus difficile ces temps-ci. Dans nos bonnes années, ça peut aller jusqu'à 20-25 millions d'investissements en première ronde. OK. Et après ça, on accompagne nos anges aussi. On a une équipe qui gère le post-investissement, donc les rondes subséquentes, tout l'accompagnement. On peut investir un autre 10-15 millions en rondes subséquentes par la suite. Donc, on est quand même un beau vecteur de développement économique. Et notre mandat du MEIE, qui est le ministère de l'Économie et l'Innovation, qui est un partenaire, un de nos partenaires clés, qui dit ben, notre mandat 2, c'est il faut, je vais le dire dans mes mots, là, faites sortir le cash. Oui. C'est comment on arrive à faciliter et faire déployer l'argent privé pour l'amener au niveau de nos startups Oui. technologiques, puis leur donner le tremplin. C'est pour le- carrément ça, la mission Ouais, d'Ange Québec. exactement. C'est de prendre, dans le fond, ce sont des anges investisseurs privés qui vont voir des projets porteurs. Et comment vous les trouvez, ces projets porteurs-là? C'est-tu les gens qui vont soumettre le projet ou il faut que vous fassiez du démarchage? On a plusieurs volets. Dans le fond, on a, les gens peuvent appliquer sur notre site web directement. On a un pipeline d'environ 800, on regarde environ 800 opportunités d'investissement par année. Wow! Donc, on en a beaucoup. Et on a vraiment automatisé plusieurs étapes là, d'analyse. On a donc des entreprises qui postulent. On a des anges qui nous en réfèrent parce que les anges, souvent, sont approchés directement. Oui. Les anges plus connus vont dire hey, écoute, donc ils vont les ramener dans le pipeline. On est très impliqué avec tous les incubateurs, les accélérateurs au Québec. Là, on est vraiment on est très impliqué avec eux pour aller chercher les meilleures opportunités. Et aussi, on a les fonds d'investissement, les VC Funds, qui, eux, d'avoir des anges dans les dossiers, ça amène de la valeur parce qu'ils savent la contribution des anges. Donc souvent, les fonds vont nous approcher. Hey, écoute, on a telle entreprise, on est en train de déposer Je comprends. un term sheet. Est-ce que tu es capable? Est-ce intéressé à le proposer aux anges? C'est-tu dans. Fait que donc, et on a un fonds partenaire aussi qui est AQC Capital, qui est vraiment un fonds qui est AQC pour Ange Québec Capital, qui n'est pas un fonds qui a des liens. Donc, ça appartient pas à Ange Québec, mais c'est un fonds partenaire très près, dont la thèse d'investissement, eux, sont obligés d'avoir des anges dans les dossiers. Fait que nous, on est très, très près. On travaille beaucoup en collaboration. On se partage tout le pipeline d'opportunités. Fait qu'on on a vraiment... Et on a tout un parcours d'analyse, une partie automatisée pour arriver. À un moment donné, on a un comité interne. Tous les semaines, on revise à peu près une dizaine d'opportunités qui sont plus matures. Puis là, on décide de les passer au deep dive. Après ça, on les passe en vérification diligente. Puis là, à un moment donné, au bout de l'entonnoir, là, il en sort à peu près 4-5 par mois qu'on amène en présentation de pitch, qu'on appelle nos cercles d'investissement, où une fois par mois, nos investisseurs, nos entrepreneurs viennent présenter leur start-up à nos anges. Et là, ben, les anges décident d'investir dans les entreprises. Fait que c'est vraiment une chaîne qui est super le fun. Puis comment tu positionnes tout le volet start-up au Québec versus notre culture, notre mentalité? Ben écoute, je parlais avec Serge Beauchemin, qui est le responsable d'AQC Capital. Puis Serge, tu sais, on a le défaut au Québec de se comparer à Silicon Valley. Tu sais. Silicon Valley, c'est des milliards de dollars d'investissement, de capital disponible. Il y a des dizaines de milliers de startups. On ne peut pas se comparer. On peut se comparer sur le modèle, mais pas sur la capacité. Donc, moi, je suis assez récent là-dedans, mais quand je regarde l'historique, dans les 5 dernières années, là, l'écosystème des startups du Québec commence vraiment à être intéressant. Tu sais, quand je te dis on a un pipeline de 800 opportunités, ils ne sont pas tous à un stade de maturité intéressant, qui sont prêtes Oui, pour nous investir. Oui. Mais quand même, il y a des affaires là-dedans qu'on voit, des technologies, des incubateurs le gouvernement a recentré sur un moins grand nombre d'incubateurs. On voit la différence aussi. L'accompagnement est de meilleure qualité. Je pense à nos partenaires clés, Santec, l'A7 à Sherbrooke, le Camp Québec, vraiment un travail extraordinaire d'accompagnement. Donc, on a un écosystème pour bâtir vraiment, soutenir le développement de nos entreprises start-up. Tu sais, on ne se fera pas de cachette, là, sur 10 start-up là,
qui vont avoir de l'investissement, là, il y en a 3-4 qui vont faire faillite. Ouais. Puis, ou qui vont fermer avant de lever. Il y en a 3 qui vont être dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. Là. Ils réussissent jamais à scaler. Puis tu en as 2 à 3 là, qui vont vraiment partir. Fait que, mais fouille-moi laquelle. On avait un dossier dernièrement, une entreprise qui a eu un exit il n'y a pas longtemps. Puis c'est drôle parce qu'un des collègues qui est là depuis longtemps, il dit, vous souvenez-vous, il dit 6-7 ans, il dit on avait un cercle d'investissement, puis il dit là, il y en a une qui s'est désistée, puis à la dernière minute, on a rentré une entreprise qu'on voulait pas mettre dans le cercle, mais là, on était mal pris, il fallait boucher le trou, puis tu sais, c'était pas un mauvais dossier, mais c'était pas un dossier. Puis finalement, ben, il y a eu des anges qui ont investi, puis finalement, il y a eu un super de bel exit. T'sais. Fait que, tu sais, puis tu parles aux gens des fonds d'investissement, ça va faire. On a tous des systèmes d'analyse, puis de matrices, mais c'est pas des entreprises qui, tu sais, en seed, là, c'est des entreprises qui ont peut-être entre 500 000 et 1 million de revenus, là, déjà, là, de revenus récurrents potentiels. Mais quand tu regardes des dossiers en pre-seed, là, c'est des entreprises, des fois, qui ont 0 revenu, là, ou qui ont 20 000 parce qu'ils ont fait un projet pilote. Là. Mais il n'y a pas de. Fait qu'il faut que tu crois en l'entrepreneur, il faut que tu regardes le marché. Mais on a un bel écosystème au Québec. On le voit, là. Puis nous, notre rôle. C'est le futur, on s'entend, là. Faut être capable d'être là. Sinon, c'est quoi? On va prendre les technologies d'ailleurs, donc on va être encore en dépendance. Oui. Tu sais, puis tu parlais tantôt de la proximité de travailler avec un fournisseur local. Mais quand je travaille avec une technologie locale que j'intègre dans mon entreprise, je suis avec l'entrepreneur. Là, je ne viens pas prendre quelque chose qui vient d'un pays étranger que je ne connais pas l'entrepreneur puis que je suis en bout de ligne. Là. Parce que tu as parlé beaucoup de technologie. Est-ce que c'est principalement... Tu sais, il va y avoir une variation des types d'industries, mais les 800 projets sont beaucoup orientés vers la technologie? On est seulement dans la technologie. Dans la technologie. Dans la thèse d'Ange Québec. Maintenant, on ne l'était pas avant. On ne l'était pas. Et depuis 5-6 ans, on est vraiment recentré, comme la plupart des groupes d'anges à travers le monde, centrés sur les entreprises en techno. OK. Donc, et nous, il y a des secteurs qu'on couvre moins. Le B2C, à moins que ce soit vraiment un projet extraordinaire, nos anges ont moins d'appétit pour ça. Du hard tech, des affaires de plus matérielles, là. Qui sont plus durs à scaler. T'sais, oui, on une fois de temps en temps, mais on est beaucoup plus dans tout ce qui est logiciel, tout ce qui est développement. C'est vraiment trouver l'espèce de future licorne là, technologique là, qui peut nous amener ailleurs. Il y a des secteurs, l'entonnoir, des fois, il y a des projets qui débarquent pas parce qu'on pense qu'ils sont pas bons, parce que, je vais donner un exemple, en agtech, en agriculture technologique, on a un ange qui a de l'expertise là-dedans. C'est certain que d'amener le dossier, on le fait... Peu d'anges ont de l'appétit parce qu'on n'a pas le bandwidth pour le faire. Ouais. Fait qu'il y a des secteurs qu'on refuse des dossiers qu'on aimerait bien prendre parce qu'on le sait que nos anges n'auront pas d'appétit. Quand je dis on existe pour nos anges, mais en bout de ligne, c'est de trouver le juste équilibre entre les entreprises puis les anges. Fait que c'est... Il y a combien d'anges actuellement? On est 170 membres actifs. On a déjà été plus, mettons, depuis 2023, là, le marché du capital de risque a été un peu en décroissance. Fait qu'il y a des anges qui avaient terminé leur cycle d'investissement. Souvent, les anges là, vont investir pendant en moyenne 5, 6, 7 ans. Puis après ça, vont surfer sur leurs investissements qu'ils ont fait avec les rondes subséquentes. Puis les exits moyens, du capital de risque, c'est des exits entre 5 et 10 ans, puis pas mal plus vers le 7-10. Là, fait que là, ils vont surfer là-dessus. Puis, fait qu'on a eu une vague de départ normal, puis on les a encore comme membres en post-investissement. Et là, on a renouvelé la base. Mais là, c'est impressionnant comment, écoute, on rentre à peu près 2 à 3 nouveaux membres par semaine. Puis merci, M. Trump, encore une fois, parce que j'ai un entrepreneur cette semaine qui est rentré membre. C'est lui qui m'a appelé. C'est même pas nous qui l'a sollicité. Il m'a appelé. Il dit, moi, là, c'est pas vrai, là, dans le contexte actuel, il faut aider. Moi, j'ai de l'argent à mettre en capital de risque. Il faut aider nos jeunes pousses québécoises à grandir. Il faut vraiment développer nos entreprises locales. Puis là, fait que ça a encore comme dans tout ce qu'on voit présentement, ça l'a mobilisé. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis des gens qui ont le goût d'investir en capital de risque, qui ont assez de capital pour le faire, bien, venez nous voir parce qu'on est le plus beau véhicule. Souvent, moi, je vais me dire, on est le club école, tu sais, puis c'est pas vrai, puisqu'on a des membres d'expérience, mais on est un bon club école pour apprendre à investir. L'entrepreneur que j'ai signé cette semaine, il dit, j'ai fait 2 deals on the side, là, puis je m'aperçois que je connais pas ça, c'est tout croche mon affaire. Mais viens chez nous, on va te former, tu vas être accompagné par d'autres membres. Quand tu vas investir, ça va être avec d'autres anges experts, puis on a dans notre structure, tu sais, on va se ramasser des fois avec 15-20 anges là, qui vont investir dans un dossier, mais on nomme un ange lead, qui, lui, est le représentant des anges dans l'entreprise. Donc, tu n'as pas
Tu n'as pas à avoir appelé l'entrepreneur aux 5 minutes. Lui, il s'occupe de faire le pont entre le groupe OK. d'anges, investisseur et l'entrepreneur. Fait qu'on a vraiment une structure qui est assez efficace. Puis parce qu'un entrepreneur, un investisseur qui a 5-6 deals, là, hey, c'est de l'ouvrage à suivre. Là, tu fais tes affaires. Fait qu'on a une structure qui permet d'investir puis de façon efficace. Fait que s'il y a des gens qui veulent investir, Puis justement, ça serait quoi? Tu sais, Puis tu sais, j'ai aimé ça avant la rencontre. On parlait justement de c'est quoi un ange typique maintenant. oui, Puis j'aimais ce que tu disais, le volet encore humain. Tu sais, oui, toi, tu es rentré en poste, oui. tu es allé interviewer dans ta nature d'être terrain. Tu es Oui, allé oui, voir la moitié exactement. des Oui, anges, oui, hein? exactement. Ça, c'est du Stéphane. Fait que tu es allé voir tous ces gens-là, tu es allé les rencontrer terrain. Puis ce qui t'a le plus surpris, c'est quoi? Euh, tous les anges, la première raison, c'est pourquoi vous êtes devenus ange? Je pose toujours la question. Ben, c'est pour aider les entrepreneurs du Québec, c'est pour contribuer au développement économique. C'est la première réponse qu'ils donnent. Oui. Le rendement, c'est pas de la philanthropie. Là. C'est pas je fais des chèques, puis c'est pas de la philanthropie. Ils ont un objectif de rendement, mais qui est pas primaire. Le primaire, c'est je veux aider des entrepreneurs à grandir, je veux contribuer au développement économique de l'écosystème des startups au Québec. Fait que ça, c'est leur driver. Puis après ça, ils vont dire, ben, OK, ben, j'ai réussi à date à faire du 4X puis de mon investissement. Mais c'est pas le. Puis quand ils ont un coup de circuit, là, on a eu dernièrement un dossier qui a fait du 30X, 30 fois l'investissement. Quand il y a des coups de circuit, tu en entends un petit peu plus parler. Là. Ça, c'est normal, mais Ouais. c'est certain. Mais tant mieux parce que les entrepreneurs, les investisseurs, ils ne mettent pas l'argent dans leur poche, ils en réinvestissent dans d'autres startups. Fait que Oui. donc, puis on a des personas, on a travaillé beaucoup le persona dans les dernières années, puis on est en train d'un peu revenir. Moi, j'aime ça des fois ramener le pendule. Notre persona principal, là, on a 3 personas vraiment importants. Quand je parlais d'amener de la valeur, Oui. notre persona expert, tu sais, des anges qui ont fait des exits. Bon, tu sais, l'entrepreneur qui a fait son exit, on en a qui ont fait 2 exits, 3 exits. Bon, eux, ils arrivent avec des cicatrices, puis de l'histoire, ils ont scalé des entreprises, puis ils savent c'est quoi quand l'avion se met à branler, puis là, Ouais. bon, eux, ils ont fait ça, puis ils sont capables d'amener beaucoup de valeur aux entrepreneurs, puis en même temps, ben, ils ont fait des exits payants, puis ils ont du cash. On a beaucoup de gens en finance, parce que tout l'aspect financier de la start-up est important. Nos entrepreneurs technologiques, c'est pas des gens de finance. Fait que donc, les accompagner là-dedans, dans la croissance, dans la gestion financière, même dans l'exit éventuellement. Oui. Fait que ça, c'est un profil intéressant. Donc, des gens du milieu financier. Et on a des gens qui sont des experts technologiques, qui sont vraiment des gens qui amènent. Ça peut être des gens qui travaillent. On avait quelqu'un dernièrement d'une grande entreprise technologique internationale à Montréal qui a quand même un revenu substantiellement intéressant. Qui dit, moi, j'ai le goût d'investir dans une start-up au Québec. Mais on a des experts technologiques qui sont à la retraite ou qui sont dans une phase de carrière, des gens dans la cinquantaine et plus, mais qui disent, écoute, mais qui ont du bagage. On a des gens en cybersécurité, en AI, en toutes les technologies logicielles. Bien, ça, c'est notre base, quand je dis notre base, qui amène la valeur technique. Après ça, on a nos anges, nos entrepreneurs. Entrepreneurs qui sont dans le manufacturier, qui arrivent avec des connaissances techniques quand même, des connaissances d'affaires, mais aussi des fois des connaissances techniques. Tu sais, ça peut être un ingénieur qui a une entreprise manufacturière puis qui a une belle entreprise, qui va amener aussi de la connaissance technique. Mais aussi des entreprises qui ont scalé, des entrepreneurs qui ont scalé des entreprises manufacturières qui sont capables d'accompagner des entrepreneurs et d'amener de la valeur. Ils n'amèneront pas la même valeur technique, mais ils vont amener une valeur humaine de l'entrepreneur, beaucoup dans le Humaine, savoir-être, dans le oui. savoir-faire, différent de l'aspect technique, mais qui est quand même important dans la gestion de l'entreprise. Puis encore là, on a toutes des cicatrices d'entrepreneurs à partager. Fait que donc, c'est beaucoup dans le partage de cicatrices. Puis en bout de ligne, mais tu sais, c'est pas. On ne se voit pas de cachette. Tu ne peux pas investir 50 de ton actif dans du capital de haut risque comme ça. Là. Ouais. On dit aux gens maximum 10 autour de 5, c'est probablement la moyenne. 5 à 10. Fait que tu calcules que tu vas faire. Nous, le minimum pour investir, si tu décides, tu n'es pas obligé d'investir, mais si tu décides d'investir, c'est 25 000 Fait que tu investis 25 000 dans un dossier, mais si tu ne veux pas te faire diluer dans les rondes subséquentes, parce que ton exit, elle va venir probablement à la 3e, 4e ronde. Là, Ouais. fait que donc, si tu ne veux pas te faire diluer, tu vas avoir à remettre probablement 1 à 2 fois ton montant d'investissement. Maximum 2 fois, mais au moins 1 à 2 fois. Donc, calcule que si tu mets 25 000, tu vas avoir mis 75 000 dans ton investissement. Et bien là, on est dans la loi du nombre. Je parlais de bon, bien, si tu veux avoir un portefeuille moindrement qui peut te donner un potentiel de rendement, il faut que tu fasses au moins une dizaine d'investissements. Oui. Fait que calcule que tu vas avoir à mettre, mettons, 750 000 sur 5, 6, 7 ans. Peut-être un petit peu plus, mais en moyenne ça. Là. Fait que donc, tu sais, dans ton actif net, c'est important.
d'avoir au moins, tu sais, je parle de 5 fait qu'on parle des gens qui ont quand même un certain actif. Mais ça donne au moins un ordre de grandeur Ouais, de dire est-ce que je pourrais être un mais c'est ange? quand même accessible. Là. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est pas tous des gens qui valent 50-100 millions, là, puis des family office qui valent 400 millions. Là. C'est C'est ça. pas ça. C'est quand même accessible à des gens. Puis là, ben, on a des gens qui valent beaucoup plus, puis qui vont mettre des 100 000 dans les dossiers, puis qui vont investir 300 C'est 400 000 correct, par mais tu sais, année. à la base, ou tu sais, parce que moi, on m'avait déjà approché, puis tu sais, puis j'étais là, ben non, pas du tout, tu sais, je me voyais pas. Puis finalement, pour comprendre, de dire, regarde, vous regardez l'humain, Hmm. vous regardez l'expertise, vous regardez le potentiel, tu sais, puis tu sais, si on dit qu'on commence avec un 25 000 par année, ben il y a un Ouais, potentiel, puis là, ça peut aller jusqu'à 250, exact. tu sais, sur certaines années. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus accessible qu'on pense, Ouais. mais je pense que le dénominateur commun de toutes ces personnes-là, c'est le goût d'aider les Ah oui, entrepreneurs, totalement. puis de créer les entreprises de demain, Oui, tu sais, exact. innovantes de demain. Il faut faire ça, sinon on va se ramasser comment dans Oui, 10 ans, dans 15 ans. Tu sais. oui, Puis c'est de générer de la valeur aussi. Ces entreprises-là qui vont être vendues, bien, ces jeunes entrepreneurs-là à 40 ans qui vendent une entreprise 50 millions, oui. qui s'en mettent 20 dans les poches, ils s'en vont pas chez eux. Là. Non. Nous autres, on en a qui rentrent membres, puis c'est tellement drôle parce que là, bon, OK, là, ils s'ennuient, fait que là, ils deviennent membres, ils commencent à investir, ils vont faire une dizaine d'investissements sur 2 3 ans, 4 ans, puis là, d'un coup, ah là, je m'excuse, je vais être moins actif, je repars d'autre chose. Ouais. Fait que donc on ramène de l'argent dans Ah, l'économie tout le oui, temps, c'est le c'est cycle ça. positif. Tu sais. C'est hyper D'ailleurs, je t'ai positif. amené un formulaire d'adhésion, tantôt, on va se parler. Ça y est, T'es fait, c'est t'es bon. cuit, Ben, c'est Léo. ça, Marie-Ève m'avait déjà parlé. Fait que là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de plus de 170 millions qui ont été donnés à travers Ange Ouais. Québec, au moins, Oui, tu sais. on est un gros vecteur de Un développement gros économique. vecteur, c'est Ouais. ça. Puis j'aime beaucoup la mission qui dit vraiment dynamiser l'investissement privé pour aider les entreprises innovantes. Puis on est en train de l'évoluer, on est dans notre plan stratégique. On Oui, a une belle session la semaine passée avec l'équipe, c'était vraiment une journée incroyable. Mais tu sais quoi, des journées de la à l'épaule oui, quand la passion se met au rendez-vous, puis une équipe oui. très engagée. On l'amène beaucoup vers faciliter le déploiement. Tu sais, ce Ah qu'on veut, ouais. c'est on veut que ça soit facile pour un ange d'investir. Puis dans le fond, ce qu'on veut, je le dis encore, on veut aider, on veut sortir le cash. Oui. D'ailleurs, on va lancer un fonds d'investissement, pas un fonds d'ange, pas un fonds d'investissement, je sais pas le bon mot, un fonds d'ange. On a réalisé qu'on a des anges, justement, qui tombent dans des modes des fois plus passifs pour toutes sortes de raisons. Mon ange qui fait un exit, qui repart d'autre chose, ben lui, il a moins de temps. Oui. Nos anges experts qui travaillent, ils ont moins de temps à mettre dans les dossiers. Oui. Fait que des fois, ils ont moins de temps. On a des anges et on a des prospects potentiels membres qui sont un peu hésitants. Puis je vais après. Fait qu'on lance un fonds d'ange qui va être à peu près, bon, ça va être 25 000 pour rentrer minimum là, d'investissement, pour aller chercher peut-être autour d'1 million. Oui. Et donc, ça va être très accessible. Et ce fonds-là, c'est un fonds, il n'y a même pas de comité de sélection, il n'y a même pas rien. C'est des investissements automatiques dans les investissements des anges. Donc, ça devient comme un ange additionnel. OK. Donc, on a des critères. Là, par exemple, on est en train de finaliser, mais ça pourrait être de dire, ben, s'il y a 6 anges puis 300 000 d'investis dans un dossier, le fonds met 150 000 OK, pour bonifier. jusqu'à temps qu'on fasse 8 à 10 investissements, Oui. puis être capable Et donc, ça va permettre à des anges plus passifs chez nous qui sont dans des périodes d'investissement. On le voit dans la période économique, là, il y a des gens qui disent, ah, là, le portefeuille, on fait attention. Donc, ça va permettre quand même de générer, encore là, de générer des investissements additionnels, sortir le cash. Et en même temps, pour nous, on a des gens qui disent, ben, on va amener pour des nouveaux membres qui vont venir membres par le fonds. Ben, on va leur amener une petite formation, pas notre grande formation exhaustive, une petite formation. On va te permettre d'assister à des cercles d'investissement. On va te permettre d'assister à des vérifications diligentes pour faire que la journée que tu vas vouloir devenir membre, ben, tu vas être déjà formé, tu vas être déjà pris, le bras déjà dans le tordeur. Là. Fait qu'on va se servir de ça aussi comme un levier d'intérêt puis de découverte de l'investissement d'ange. Super Puis même, intéressant. je parlais avec des firmes de gestion de patrimoine qui est privée, qui ont de la relève. Eux, leur mandat, c'est de préparer la relève. Puis là, ils ont dit, hey, nous autres, ça pourrait être intéressant parce que, tu sais, d'investir 25 000 pour une family office de 50 millions, c'est pas intéressant. Mais de dire, moi, je vais l'en servir comme une courroie de transmission pour former la relève à du capital de risque. Fait qu'on va s'en servir aussi dans cette optique-là. Fait qu'on a vraiment plusieurs projets comme ça avec l'équipe là, pour. C'est super. Je pense que vous gagnez à être connu, tu sais, parce que Beaucoup. ça reste un peu mystérieux. Tu sais, t'as Ange Québec, Ouais. puis t'as toujours l'image de ces des têtes blanches, des gens qui ont réussi, puis, tu sais, qui sont capables d'investir. Mais en fait, ce que tu nous démontres aujourd'hui, je suis contente qu'on ait pris le temps d'en parler pour rendre accessible, première chose. Et comment tu vois l'évolution dans ton nouveau rôle de PDG? Tu sais, où tu vois Ange Québec dans 10 ans? Hey boy. Ben, je pense que c'est vraiment de maximiser
le potentiel de levier, de pont entre l'argent qui est disponible au Québec Associé à... puis le soutien aux startups. Tu sais, Oui, si on est capable de continuer par des véhicules comme le fonds, on veut le faire oui, grandir, on commence à 1 million, éventuellement, on aimerait le grossir, mais si ça devient un vecteur pour que des plus petits investisseurs ben, disent, écoute, moi, j'ai pas les moyens de devenir ange puis de mettre 500 000 sur 5 ans, mais je suis capable de mettre 50 000 par année pendant 5 ans ou 25 000 par année dans le oui. fonds. Puis si à chaque année, on ramasse 3 millions comme ça, ben c'est du capital, nouveau capital qui est disponible dans nos startups. Qui est Fait que encore plus c'est vraiment accessible. d'être un vecteur de développement. Puis on a à s'adapter. Je m'en vais dans 2 semaines à l'Association des anges américaines à Denver. Ils ont 400 membres. Puis on a un appel mensuel ensemble. Puis on vit toutes les mêmes affaires. Le marché change, il y a des défis de marché, des défis du membership. Donc, comment on s'assure d'amener toujours la proposition de valeur? Puis l'autre élément aussi que je veux travailler encore plus avec l'équipe, il faut qu'être membre d'Ange Québec, ça veut dire quelque chose. Il faut Oui, qu'il y ait un sentiment d'avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de grand. oui. Puis de quelque chose qui... Fierté, sentiment d'appartenance, là. Puis que, tu sais, je regardais l'autre jour avec l'équipe, on parlait de nos anges engagés, là. Tu sais, ben, comment on les reconnaît plus? Tu sais, comment on s'assure que ces gens-là... Il y en a qui mettent du temps, là, puis qui sont investis. Il y en a qui font 6-7 vérifications diligentes par année, puis comment on s'assure de les valoriser? Comment on s'assure qu'être membre d'Ange Québec, ça veut vraiment... Non seulement ça veut dire quelque chose parce que tu as de l'impact, mais ça veut dire quelque chose c'est une communauté, hein. Nos anges nous disent dans la proposition de valeur, là, oui, le deal flow, le pipeline, on a tellement un gros pipeline que Oui, tu risques de... Si t'es tout seul dans ton coin, il y a des affaires que tu ne verras jamais. oui. Investir avec d'autres anges, donc c'est super intéressant, la collectivité, l'accompagnement qu'on amène aussi dans l'investissement, la formation, etc., parce qu'on les accompagne jusqu'à la clôture des dossiers, puis le post-investissement après, mais l'aspect de communauté. On le voit quand on fait nos cocktails, là. Moi, c'est toujours mon aspect. Je regarde, il est rendu 8 heures, là, puis t'as encore 2 tiers des gens qui sont là, puis ça jase. Puis les gens aiment ça se partager leurs histoires d'anges, puis leurs histoires d'investissement, puis leurs dossiers. Puis là, si je fais un lien avec tout ton parcours, où l'aspect marketing est important pour toi et fort, en fait, c'est de, tu sais, le marketing humain, de faire Ouais, rayonner ces gens-là ouais, aussi qui, ouais. qui investissent. Tu sais. Et là, nous, où on s'est recroisés, parce que le temps passe vite, je veux juste faire un clin d'œil à une fondation Hum. pour laquelle on a, Ah, merci de ça, c'est ça, on a été j'apprécie. 2 ambassadeurs. Et dans le fond, une fondation qui tient à cœur celle de Laurent Oui. Duvernay-Tardif. Puis je trouve qu'on ne parle pas assez des fondations québécoises. Alors, peux-tu nous parler pourquoi tu as décidé de t'impliquer avec Laurent? Ben, écoute, j'ai rencontré Laurent dans le fruit du hasard d'une rencontre où Laurent se questionnait sur son... Il y avait le sentiment d'imposteur d'entrepreneur. C'était Oui, vraiment drôle. Puis Laurent, il a racheté les boulangeries. oui, Bon, il était avec Sacha, son partner. Puis il développe. Puis il y a d'autres projets, Laurent. Il y a plein d'autres projets autour. Mais il se sentait pas un entrepreneur. Puis j'étais allé prendre un café avec. Puis finalement, on a jasé pendant 2 heures et demie de temps. Puis je l'ai amené à assumer ça. Il n'y a pas un profil typique d'un entrepreneur. Tu es un entrepreneur, point, fini. oui, Assume-le, puis amuse-toi oui. avec, puis apprends à te découvrir là-dedans. Puis on a eu des belles discussions. Puis Laurent, ben, dans ce lien-là qu'on a développé ensemble, m'a invité à dire, écoute, la fondation, je dis, écoute, moi, ça m'intéresse. Puis la fondation, c'est simple, c'est la 6e période. Donc la 6e période, c'est dans les écoles défavorisées, où est-ce qu'on amène un programme, parce que la conjointe de Laurent, Florence, est aussi copartenaire là-dedans. C'est la fondation, les deux piliers. Et Florence, c'est le côté culturel. Laurent, c'est le côté sport. Et c'est d'amener de stimuler la persévérance scolaire en amenant une période d'art et culture, de sport et culture en 6e période. Donc, soit le midi, soit après l'école, dans des écoles défavorisées à des élèves de 5e, 6e année. Et ça, pourquoi? Ben, ça amène de la persévérance, de la rétention à l'école, de l'implication. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme de 12 semaines qui fait des arts, qui fait du sport, mais tu ne peux pas faire un ou l'autre. Tu Tu embarques fasses dans le les deux. programme, tu fais les deux. Et donc, c'est sortir de la zone de confort aussi, c'est peut-être se découvrir dans des compétences que tu ne pensais pas que tu avais. Autant dans le sport, la petite fille qui est très forte en culture va apprendre à se découvrir dans le sport, puis le petit gars qui est fort dans le sport qui va se découvrir dans l'art. Puis c'est un super beau programme. Présentement, 20 quelques écoles au Québec, en pleine expansion, grosse levée de fonds présentement. Et c'est encore comme les startups. C'est quoi le Québec de demain? Ben, c'est tes enfants, c'est mes enfants. Et comment on s'assure que les jeunes du Québec peuvent tous avoir le maximum de chances et d'opportunités
contribuer à l'économie de demain. Moi, l'éducation, si on ne soutient pas l'éducation du Québec, ben on va être quoi comme on va être un peuple de seconde classe dans pas grand temps. Là. Oui. Donc, si on veut développer nos leaders de demain, ben, ça passe par un cursus scolaire. Moi, l'école, j'ai toujours dit, la seule affaire que j'ai appris à l'école, j'ai appris à apprendre. Oui. Si on peut donner le goût d'apprendre aux gens, puis il y en a qui vont faire des gros parcours, il y en a comme moi qui vont arrêter avec un bac puis qui vont continuer d'apprendre sur le tas. Mais si on donne ça, puis on sont bâtis nos leaders de demain, puis il ne faut pas que la favorisation, la défavorisation, faut réduire cet écart-là, de dire, ben j'ai plus de chance ou j'ai moins de chance. Puis je pense que c'est dans cet esprit-là que je trouve que la Fondation contribue à ça. L'objectif, c'est d'augmenter, on va être dans 125, 130 écoles dans quelques années, avec un rayonnement extraordinaire, avec le nombre de jeunes que ça touche. Alors moi, ça m'a beaucoup touché dans cet élément-là, de dire, bien, encore là, comment tu sais, moi, j'étais en fin de parcours professionnel dans peut-être une dizaine d'années. Comment je contribue au Québec de demain? Moi, c'est très égoïste de dire, bien, ici, maintenant, j'ai du fun, puis j'ai fait une belle carrière, mais comment on s'assure du Québec de demain? Ça fait que je pense que c'est là-dessus, moi, que ça m'a touché. Puis Laurent et Florence, c'est des gens extraordinaires, des humains incroyables à rencontrer à travers ça. Donc, moi, ça m'a touché beaucoup. Fait que c'est une belle cause. Fait que je vous invite à aller voir si vous allez voir. Puis toi, ça t'a touché aussi dans le même sens que moi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on va mettre toutes les informations aussi dans l'épisode d'aujourd'hui à propos d'Ange Québec, à propos de la Fondation. Écoute, ça fait déjà le tour, Stéphane. Ça passe vite. Tu m'étais dit que t'avais une heure, ça va être stressant. Ça va être stressant. Ça va super vite. On aurait pu passer la journée à discuter ensemble, mais je te dirais que ton histoire me fait du bien. Ta vision me fait du bien et je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager ça avec moi aujourd'hui. Écoute, Léo, c'était vraiment, j'ai trouvé ça comme un privilège de la vie. Beaucoup de gratitude de cette rencontre-là aujourd'hui. Tu es une humaine extraordinaire. Puis il y avait un de mes collègues à l'école d'entrepreneurship, Yves Plourde, qui m'a sorti, tu connais Yves, qui a sorti une phrase, moi, qui est écrite très gros dans mon bureau. Pour être bon, il faut être bien. Oui. Et moi, c'est devenu un vecteur de ma vie de dire, ben si je veux être bon dans tout ce que je fais, il faut que je m'arrange pour être bien. Mes employés, c'est la même chose. Puis aujourd'hui, je peux dire, ben merci, je me suis senti bien et j'espère que j'ai été bon. Mais moi, ça a été un plaisir de partager mon parcours avec toi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.